Alors, merci à tout le monde d'être là. On va commencer avec du retard, mais c'est habituel. Alors, moi, je suis philosophe, hein, donc je dis ce que je pense et j'essaye de corriger notre culture. C'est mon travail à travers le monde. Donc, on a accusé du retard, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Merci d'être là, merci à tout le monde d'être là. Je suis Bakary Sissoko, je suis philosophe et conférencier. J'ai connu par accident, Madame, c'est bon, voilà, Madame Inès Loro Canto, parce que je pense qu'elle connaît mon neveu, qui s'appelle Yaya Diallo. Ils ont bavardé, ils ont discuté, et Yaya lui dit, mon oncle peut te rendre service. Et vous savez très bien la relation qu'on a avec les neveux en Afrique, l'oncle, le neveu, etc. Et comme je suis spécialiste de la parentalité, ce sont des choses qui m'intéressent. Et quand mon neveu dit, tu peux l'appeler, elle m'a appelé très tôt le matin. J'étais non pas en colère, parce que je travaille tard la nuit, j'écris beaucoup. Je me couche à 1h, etc. Elle m'a dit, c'est Yaya. J'ai dit, mais quel Yaya? Il m'a dit, Yaya Diallo. Ah, là, je me suis tué. Si Yaya lui dit, appelle-le, c'est parce que tout simplement, c'est important. Et Yaya est mon neveu, et chaque fois qu'il me recommande, je suis à genoux. C'est important la relation qu'on a avec son neveu, et c'est un hommage que je lui rends, et je le félicite pour ça. Voici comment va se dérouler l'après-midi. Il y aura une minute de silence parce que notre ami a perdu un être cher. Et quand on est en exil, quand on est loin des choix, ce n'est pas facile du tout. Je travaille aussi sur cette question-là de l'exil, quand on part et quand il y a la mort là-bas. C'est très, très difficile. Très, très, très difficile. Donc il y aura une minute de silence. Ensuite, puisque nous parlons du pays de Cameroun que nous aimons tous, moi je suis sénégalais, vous êtes camerounais, mais nous sommes africains. Je suis partisan de l'école de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga. Bien. Donc j'annonce la couleur tout de suite et la charte du Mandé de 1236. Donc voici mon école de pensée. Une fois qu'on aura dit ça, notre ami Jean-Marie Kenfak, pour qui j'ai beaucoup d'estime, quand j'ai commencé à lire les livres, je lis des livres relativement puissants de philosophie, d'anthropologie médicale, mais j'ai été séduit, je vous le dirai plus tard. Mais voici un ouvrage qu'il faut garder sur soi. Ensuite, après le propos de Jean-Marie, on donnera la parole à des invités, à des personnes ressources, et aussi, comment dire encore, je taquinerai notre auteur sur son livre, puisqu'effectivement il faut qu'elle parle, et ensuite il y aura un échange avec vous. Un échange correct de tout poids, franc et direct, puisque quand on est dans le savoir, il ne faut rien cacher. Et c'est l'occasion effectivement pour elle de répondre. Si nous cachons les choses, ben, ça ne nous servira à rien. Autant dire. Et on a ici une occasion de ne pas interpréter. L'interprétation, vous savez comment ça se passe. On dit le téléphone arabe. Bon, c'est pas trop ça. Mais vous savez, on interprète. Voici quelqu'un qui pourra nous dire ce qui s'est passé. Aussi simple que cela. Nous ne sommes pas des juges, mais les juges ont tranché. Nous ne sommes pas des juges. Nous sommes subjectifs, mais nous savons aussi comprendre les personnes. J'ai été très touché par cet ouvrage, je vous l'ai dit tout de suite. J'ai lu beaucoup, beaucoup. Mais j'ai été très touché par ce livre qui est simple, et qui est bon, et qui nous parle.
Et nous avons besoin, il y a un sujet que je développe beaucoup en France et à travers le monde, il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. C'est le sujet que je développe beaucoup en ce moment, depuis le problème de la Tunisie, depuis le problème en Afrique du Sud, où nous battons entre nous, alors que nous avons la charte du Mandé. Nous avons la charte du Mandé. Nous avons tout. Je développerai tout ça plus tard. C'est ça. Excusez-moi, je demande une minute de silence parce que j'ai perdu mon géniteur, mon père, et je suis l'aîné de cette famille. Avec l'accord de mon fils aîné, mes enfants ont dit n'annule pas la cérémonie parce que c'est fait comme ça, on ne sait pas ce que la mairie nous réserve. En annulant, on peut encore avoir d'autres choses que nous. S'il vous plaît, une minute de silence. Merci. Que la terre soit claire. Et je pense qu'il y a aussi l'hymne national, alors je ne sais pas comment ça se passe. Alors, qui s'en occupe de l'hymne national, ça se passe comment? On entend l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, 1, 2, 3. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier d'être, un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, en tout amour, le servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, la chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. De surprise, souvent, les hymnes nationaux, on a plus de compatriotes qui ne les connaissent pas. Tous les Camerounais maîtrisent leur hymne. C'est sacré là. Ça c'est bien. Ah non, c'est super. Mais vous savez, en France, dans les écoles, je ne dis pas plus. Au Sénégal, je ne dis pas plus, etc. Il faut qu'on revienne à tout ça, parce que c'est pas le hymne national. Mais si le Cameroun, 99% des Brésiliens connaissent l'hymne, c'est vraiment bravo. Mais j'ai beaucoup de relations avec le Cameroun, je vous dirai tout à l'heure quelles sont mes filiations avec le Cameroun. J'ai beaucoup d'amis intellectuels au Cameroun, je vous dirai dans l'issue du déroulé. Cher ami Jean-Marie Kelfac, avec une belle plume, c'est à vous après. Bonjour à tout le monde. J'insiste. C'est bon. Bonjour à tout le monde. Mesdames et messieurs, chers amis qui avez fait le déplacement, permettez-moi de partager avec vous l'histoire de ma rencontre avec Inès Lorcanto, la co-auteure de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui en Montrouge. Tout d'abord, laissez-moi vous amener dans une digression, la première d'une série qui ponctuera ce discours sous forme de récit. Mais ne vous inquiétez pas, malgré les détours que je prendrai, guidé par la vieille ruse de conteur qui m'anime parfois, je vous ramènerai à chaque fois à la clairière de l'histoire. C'est donc un voyage que je n'aurais peut-être pas fait pour la Belgique. Je revenais de la veille, tout essoré d'une riche semaine de découverte en Allemagne, dans la capitale de l'arrondissement du lac de Constance,
où la beauté du temps m'avait permis de visiter plusieurs attraits du coin. Ayant fait escale à Paris, des migraines m'avaient imposé de passer la nuit dans un hôtel proche de la gare de l'Est. Il était 23 heures et je me sentais vidé de toute énergie, allongé dans une chambre du 10e arrondissement, sur un lit immaculé. Je me suis livré à Morphée, implorant sa magie pour m'emporter dans son monde de rêve avec sa mythique feuille de pavot. Cependant, mes pensées refusaient de se laisser emporter. L'idée de continuer mon périple vers la Belgique le lendemain matin, tout se dissolvait dans l'ombre du manque de force d'une part et des migraines persistantes qui faisaient désormais de moi leur cible d'autre part. Après une intense réflexion dans le silence nocturne, j'ai saisi mon téléphone, naviguant à la recherche d'un nouvel itinéraire pour atteindre la Belgique l'après-midi suivant. Cette nuit-là, le repos véritable ne m'a pas visité. Une irrépressible envie de plonger dans les vidéos d'un auteur canadien, membre de l'Académie française, m'a retenu, éveillé jusqu'à ce que je réalise que ma réservation pour le voyage avait été annulée. À 4 heures du matin, une spontanéité remarquable m'a poussé à effectuer une nouvelle réservation. La validation est arrivée dans ma boîte de messagerie, confirmant mon départ à 8 heures vers la Belgique. Morphée avait tenté de m'ensorceler, mais c'était l'Egba, cette divinité mineure évoquée par La Ferrière, pour ceux qui le connaissent, qui a prévalu, me guidant vers la dernière place disponible à bord d'un véhicule. Mes yeux fatigués par les heures passées devant l'écran de mon téléphone se sont alors fermés face à l'abondance d'informations recueillies lors de mes multiples recherches. Une soixantaine de minutes a glissé hors de ma conscience et je suis revenu brusquement à la réalité à 6 heures du matin, électrifié par le réveil impérieux qui me rappelait à ma vie de non-rêveur. Ce jour-là, paré d'un jean bleu, d'un t-shirt blanc, assorti à mes mocassins, j'ai entrepris un périple de plus d'une heure vers la porte d'Orléans dans le 14e arrondissement. Entre train, métro, tramway et bus, j'ai finalement atteint le point de rendez-vous avec seulement 3 minutes de retard. Je dis seulement parce que le conducteur n'est pas là. Au total, 4 individus occupaient l'habitacle. Une dame imposante à l'avant, vêtue d'une tenue africaine en dope, manipulant plusieurs téléphones avec une dextérité méthodique. À l'arrière, une jeune fille paisible, enveloppée dans un plaid sombre, cherchait le sommeil après une nuit agitée en famille. Les premiers instants du voyage en direction de Charleroi se déroulaient dans une atmosphère musicale variée, du coupé décalé à la rumba, créant une symphonie rythmée. Malheureusement, le sommeil s'est imposé et je me suis laissé emporter, ignorant le combat mené par Amadou, le conducteur, pour rester éveillé afin de nous conduire à destination en toute sécurité. Un arrêt à une aire de repos a marqué une pause bienvenue. La dame et la jeune fille s'éloignaient vers un magasin, me laissant un moment pour échanger avec Amadou, un homme avenant, âgé de la trentaine, parti de la Guinée, 20 années plus tôt, à la quête d'un avenir meilleur. De manière brève, il me parla de lui, de ses convictions et de son amour pour l'Afrique. Ce sujet allait d'ailleurs intéresser la dame une fois revenue. Dans les méandres du hasard, j'ai croisé une inconnue, une énigme humaine, une femme dont l'apparence masquée par les lunettes de soleil semblait dissimuler un univers tout entier. Mes premières impressions la décrivaient comme une figure ordinaire, certes autoritaire mais conciliante. Cependant,
ma plume était déjà habituée aux suppliques de ceux qui cherchaient à immortaliser leurs existences dans les pages de mes récits. Des êtres parfois de la pire espèce, il faut le dire, clamant des injustices cosmiques et cherchant à m'imposer leur récit. Lorsqu'elle m'a proposé qu'on échange de numéro de téléphone, j'ai hésité, craignant de me retrouver englouti dans les vagues tumultueuses des confessions et doléances personnelles qui me parvenaient de toutes parts. Pendant tout le périple, l'inconnu demeurait voilé. Les questions la concernant étaient accueillies par un rejet silencieux, une mystique préservée avec une maîtrise déconcertante. Alors que la conversation prenait des airs houleux, nous avons atteint Mons, le terminus pour elle et sa fille. Le reste du voyage vers Charleroi fut une brève traversée. Le 15 septembre 2022, l'inattendu se manifesta sous la forme d'un appel et une voix féminine réveilla les souvenirs de notre récent trajet. Le docteur Inès Lorcanto, une présence insaisissable, se présentait enfin à moi. L'appel fut bref et mon interlocutrice assez froide. Elle avait des tas de choses à me dire, mais ne se sentait pas très à l'aise au téléphone. Nous prîmes donc un rendez-vous pour le 1er octobre 2022. La veille, une plongée dans le monde d'Internet me révéla l'ampleur des pages générées par son seul nom, Inès Lorcanto, une personnalité complexe émergeait des différents articles qui décrivaient une femme aux multiples casquettes liée au puissant Fozzo Victor, pour ceux qui le connaissent, et au roi Baham Max Ockham II. Comment une telle personnalité au passé prestigieux et prédestinée à une vie élogieuse a-t-elle pu se retrouver au milieu d'intenses batailles régionales à l'ouest du Cameroun? Comment a-t-elle réussi à écrire son nom comme épouse aux côtés du maniaque des affaires Victor Fozzo et du roi Baham Max Ockham II? Pourquoi a-t-elle fait le choix d'embrasser l'univers politique, ce tueur silencieux? Était-ce pour un intérêt jadis inavoué? Était-ce une ambition démesurée ou tout simplement un noir désir? Que s'est-il réellement passé dans la région de l'Ouest entre 2018 et 2020? Qui sont ces personnalités qui en voulaient à la reine-mère? Puisque je parle de reine-mère, celle juste à ma droite. Qui sont les personnalités qui en voulaient à la reine-mère? Pourquoi ont-elles tenté de la museler? Et comment ont-elles procédé? Comment cette dernière a-t-elle échappé à sa mort, pourtant programmée? Qui est véritablement Inès Lorcanto? La réponse à cette dernière question, la plus délicate d'ailleurs, s'est lentement dévoilée au fil des premières pages du récit que nous présentons aujourd'hui. À mesure que j'entrais en contact avec elle et que je partageais ces moments de vie, que je la voyais se livrer, se déployer, se révéler et révéler son amour sincère pour les âmes authentiques qui l'entourent, Inès Lorcanto est apparue comme une humaniste exceptionnelle. Cependant, cette lumière qu'elle porte en elle est assombrie par l'injustice et la barbarie infligée par certains hauts dignitaires de l'État du Cameroun, déterminés à la tourmenter et pire encore, à l'expulser de son propre pays, comme si elle était porteuse d'une malédiction. Chantage, procès soigneusement orchestrés, détention, torture en milieu carcéral et abus sexuels ont été les épreuves qu'elle a dû surmonter. Elle émerge miraculeusement d'un gouffre où de nombreux Camerounais, y compris les journalistes, ont péri. Martinez Zogo, Samuel Ouazizi et Bingota notamment. Le sourire qui réilluminait le visage d'Inès Lorcanto tout au long de notre collaboration a perdu de sa splendeur suite au décès de son père en début de mois de février. Malheureusement, les circonstances l'empêchent
de faire le voyage jusqu'au Cameroun pour rendre un dernier hommage à ce dernier. C'est un déchirement supplémentaire dans le récit déjà poignant de sa vie. Cette expérience avec Madame Kanto nous amène inévitablement à réfléchir sur la responsabilité du journaliste. Quelle image doit-il renvoyer de la société? A-t-il le droit de tracer le mal sur les consciences? Peut-il créer simplement pour l'art? Doit-il façonner son récit de manière consciente et en accord avec ses conditions? Il est crucial, à notre sens, qu'il comprenne pleinement la puissance de son métier et qu'il l'exerce de manière délibérée et responsable afin de ne pas être pris au dépourvu par les conséquences de ses œuvres. Cet ouvrage est louable car il prône en aucun cas la division. Après les horreurs subies par Madame Kanto, on aurait pu légitimement s'attendre à une approche plus audacieuse. Sa grandeur réside dans sa capacité à se limiter, tel un journaliste, au fait, laissant aux Camerounais lambda le soin d'en tirer leurs propres conclusions. Rejetons donc la haine et allons trouver dans la fin d'un rêve, ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, les ressources pour la réconciliation. Tournons-nous ensemble vers le développement et renonçons à l'individualisme, au populisme et au mapartisme pour puiser dans la source d'un vieux sage, le philosophe camerounais Hubert Bonzana, qui nous regarde sans aucun doute de là-haut. Ainsi, peut-être pourrons-nous bâtir un avenir où la justice, la compassion et la solidarité seront les piliers de notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, que dire plus de ce très beau texte qui nous appelle effectivement à partager ensemble, à vivre ensemble. Et effectivement, quand on écoute Madame Kanto, on ne sent pas de haine, on sent de la colère, mais pas de la haine. Parce que tout simplement, ce qu'elle a vécu est dur et difficile. J'ai eu plaisir à lire ce livre. J'ai commencé par lire. J'ai lu beaucoup. Et après, au fur et à mesure, je m'énervais. Puisque je fais beaucoup de géopolitique, je suis beaucoup l'actualité africaine. Et elle m'a fait lire dans les premières pages, tellement bien écrit, le texte de Jean-Marie, je l'ai dit, moi je ne le flatte pas, hein, il est magnifique, je l'ai dit hier. Et je pensais qu'il était en Belgique. Je pensais qu'il vivait en Belgique. Et quand madame m'a dit, non, il est ici, mais il faut l'amener, il faut qu'il vienne à mes côtés. Et c'est lui, on va co-animer. C'est un plaisir pour moi, c'est ce que j'ai fait à travers le monde. Les jeunes, il faut qu'on les promeuve. Nous sommes tous dans l'isolation, dans la mesquinerie, la méchanceté. Il y a un sujet que j'ai développé aussi, le maraboutage, la sorcellerie. Je n'aime pas ça. L'Afrique doit parler à l'Afrique. Voici ce que je vous propose. Pourquoi écrire? Pour transmettre ce qu'on ne peut pas dire oralement dans ce livre, c'est faux, puisque j'ai beaucoup écouté des vidéos, j'ai beaucoup lu des articles de presse, et aujourd'hui, c'est à 10h37 que j'ai fini la lecture de cet ouvrage. J'ai fait ce qu'on appelle un travail de recoupement. Ça, c'est le travail d'université. Je ne vais pas seulement prendre un angle, je veux la connaître, je veux bien parler d'elle, mais en m'élevant un tout petit peu, puisque je ne vais pas la séduire, je veux convaincre par des arguments. On écrit pour exister, ce n'est pas son cas. Ce sont les jeunes prisonniers aux États-Unis ou les jeunes élèves, vous connaissez ce film-là, qui avaient des difficultés d'existence. Un professeur, une professeure femme leur a dit, et si on se mettait à écrire? Ils ont écrit et ils ont changé de vie. Ce n'est pas son cas, elle vit toujours. Elle est résiliente. On appelle ça la résilience.
Inès sait qu'elle existe. Dire ce qu'elle a vécu et compris pour elle-même, mais aussi pour alerter le monde sur les dérives et les conditions dans lesquelles on plonge des gens qui ont une vocation. Cette dame que je ne connais pas, je n'ai aucune action chez Inès, aucune. Aucune action, vraiment je vous le dis. Ce que j'ai dit là, tenez-le pour la vérité. Elle nous plonge, elle a une ambition, elle a des rêves, c'est le titre. À chaque fois que je lisais la fin d'un rêve, moi je lisais un rêve brisé. N'allez pas me demander pourquoi, je ne sais pas. C'est écrit la fin d'un rêve, moi je lisais un rêve brisé, une vocation corrompue. J'ai trouvé ainsi des mots, des expressions pour rentrer dans ce livre-là. Mais ce sont les mêmes choses. Elle a eu des rêves et on a sapé ses rêves. L'ambition de servir, elle est médecin, je vous le rappelle. Et c'est le sermon d'Hippocrate, comme vous le savez. Et quand on revient à la charte du Mandi, il dit dans son premier texte, toute vie est une vie. Mais un médecin ne peut pas faire autre chose que de protéger les populations, d'être aux côtés des plus faibles et des plus riches, parce qu'elle ne regarde pas le portefeuille. Elle regarde l'être humain. En cela, c'est un médecin qui a un métier. C'est une femme. Je reviendrai sur la notion de femme. Nous nous demanderons, dans cette société africaine, quelle est la place de la femme. Pas n'importe quelle femme. La femme mère, mais aussi la femme instruite. Waouh! Ça fait peur en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique, chers amis, à Paris aussi. Hein. Mais nous sommes africains. Nous allons prendre le côté africain. La femme politique fait peur. Je vous rappelle juste un nom, Rachida Dati, qui n'est pas mon ami, hein, c'est pas mon ami. Mais elle fait peur, hein, parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle vient du bas peuple. Elle a une expertise. Ce n'est pas mon ami, mais je sais reconnaître ce qu'on appelle le tripalium, le travail qu'elle a fait. La construction, elle est partie de nulle part pour réussir, aux côtés de grandes personnalités. C'est réussi votre cas. Mais vous aviez déjà un métier. Vous n'êtes pas une aventurière. Et ça, je le signale. Ce n'est pas, Inès n'est pas une aventurière. Elle a fait des études. Elle a un métier. Vous avez des hommes politiques qui n'ont pas de métier. Je forme les gens à avoir une formation, un métier. J'ai dit aux femmes africaines, quel que soit Alpha, ait un métier. Moi, c'est mon père qui nous a appris ça, qui était directeur d'école. Toutes mes sœurs ont un métier. Et si par malheur elles divorcent, elles sont indépendantes, elles sont libres. Et j'enseigne ça à travers le monde. Une femme avec une personnalité instruite et ayant un métier illico, c'est la personne à abattre. Les complexes phallocratiques se réveillent et chagrinent les hommes de pouvoir. Une femme doit rester au foyer avec son panier, à préparer pour son mari quand il vient le soir, il lui lave les pieds. Bon, ça c'est au Sénégal. Hein. Je ne connais pas le Cameroun, ça c'est au Sénégal. Hein. Et chez les Wolofs, hein. Pas n'importe où. Je ne sais pas, je ne connais pas bien le Cameroun, mais le mari quand il vient, c'est ce qu'on appelle le mop watch. La femme Wolof a beaucoup de façons de faire pour accueillir son mari. Et elle a beaucoup, en retour, des privilèges. Mais ce n'est pas le cas d'une femme instruite et libre. C'est là que je veux en venir. Elle ne doit pas bousculer l'ordre établi. Parce que quand on sait, on est suspect en Afrique. Quand une femme sait, elle est suspecte. Parce qu'elle va changer l'ordre établi. Elle va déranger. Je vous donne juste une figure de la littérature africaine. C'est l'aventure ambiguë des chefs aristoteles, la Grande Royale. Pour la première fois, une femme a pris la parole devant des hommes pour dire qu'il faut laisser les enfants aller à l'école. Nos jeunes étudiants ne connaissent pas cette figure-là. C'est ce que nous nous enseignons. Que dans notre littérature, nous avons ça. Nous avons des femmes fortes.
Nous avons les femmes de l'air qui se sont battues. Mais regardez comment on les a massacrées. On les a massacrées, les femmes de l'air. Nous avons les Amazones, nous avons les femmes puissantes en Afrique. Mais souvent, on les massacre. Et la complicité de qui? De nous. Pourquoi? Parce que le puissant, il est là, il vous étouffe. Il a ses arcanes. Quand vous lirez le livre, vous voyez la conspiration organisée pour étouffer notre auteur. Il y a une machination autour où on a du mal à se défaire. Un autre rêve qui se brise. Oui, toute jeune fille cherche effectivement le prince charmant. Vous savez très bien, dans les carnets roses. Voilà. Elle a eu la chance, elle n'a pas cherché, elle va dans une manifestation, elle est charmante. Ben, elle tombe sur le prince charmant, l'inattendu. C'est comme ça. C'est un rêve. Ce rêve devait être magnifique, devait continuer. Ce rêve s'est terminé. La fin d'un rêve. Un autre rêve, c'est de faire de la politique. Et là, toutes les méchancetés, tous les coups bas sortent. Les amis d'hier ne sont plus parce qu'ils ont peur d'être victimes. D'avoir, vous savez, on met... c'est partout à travers le monde, c'est une... on sabote votre voiture. Hein. Vous connaissez tout ça, on sabote. Hein. On va voir le marabout. Donc je lutte beaucoup pour qu'on arrête les marabouts qui faisaient un métier. Hein. Qui nous arrêtent. Surtout au Sénégal. Je ne connais pas beaucoup. Intellectuellement, je connais le Cameroun, mais le Sénégal, on a beaucoup de marabouts. Vous savez, les marabouts de la Seine que vous voyez ici, etc. Et moi, je leur demande qu'on les forme. Parce que dès que vous avez de l'argent, ils vont dire, oui, elle émerge, je veux qu'elle s'arrête. Mais de quel droit? Mais cette dame, peut-être pourra sauver mon village, instruire les enfants comme vous avez fait, et c'est pourquoi, quand je vous ai lu la politique, mais aussi le volet humanitaire, c'est pourquoi j'ai sorti ces photos. Parce que je suis allé chercher ce que vous avez fait de façon humaine. Il ne faut pas seulement la réduire à la politique, même si la politique est la gestion de la cité, on le sait depuis la Grèce antique, etc. Ensuite, cette dame rencontre des gens de pouvoir, ils ont peur. Qu'est-ce qu'elle vient faire sur notre terrain? Il faut la liquider. Vous savez, les films de mafia, là, vous entendez, ceux qui connaissent la cinémathèque, etc. Il faut la liquider. Et vous avez cité un texte de Desmond Tutu qui disait effectivement que quand vous êtes témoin d'une situation, quand vous vous taisez, vous êtes complice. J'enseigne ça aussi. C'est pourquoi quand je vous ai annoncé tout de suite que, quelle que soit mon estime pour quelqu'un, quand on est en conférence, je n'ai plus d'amitié. Tout mon propos est basé sur des arguments. Et après, on prend l'apéro, pas de problème. Mais pendant qu'on travaille, c'est la rigueur. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir en Afrique avec des mensonges. On ne peut pas s'en sortir, M. Kamla, en Afrique avec des mensonges. Et nous avons tout pour réussir. Les jeunes, levez la tête. L'Afrique est un accident. Nous avons tout en Afrique. Mais nous sommes les derniers. Pour quelle raison? Parce que nous ne savons pas travailler, parce que nous ne sommes pas organisés, parce qu'on se tire dessus, parce que. On est jaloux, on est méchant. Je n'ai aucune jalousie. J'ai formé et accompagné des jeunes qui aujourd'hui peuvent me payer 5 fois. Je les applaudis. Ils ont mangé le djeb chez moi. Je vous en parlais hier, tous les jeunes Camerounais que j'ai accompagnés ici, qui sont aujourd'hui des millionnaires. Je ne dirai pas les noms. Je les ai accompagnés ici. J'avais une vieille 404 que je prêtais à des jeunes. Parce que la voiture ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des jeunes comme Jean-Marie qui savent écrire, qui pensent, etc. Notre divin auteur du jour est médecin, humaniste. Elle a eu des rêves brisés, mais résiliente. La voici devant nous pour un hymne à la vie. Il y a une belle photo ici dans le livre qui termine le livre. Vous voyez, je finis à 10h35, vous avez dit 10h37, c'est 35. Et vous terminez par cette photo. Je fais de la philosophie esthétique, c'est-à-dire que je travaille l'image.
Cette image est belle. Peut-être qu'elle ne sait pas pourquoi, elle l'a mis comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas de barrière. La prison s'est envolée. Les grillages sont partis. Elle regarde le monde. Et je lui dis, madame, les rêves brisés ne sont pas si brisés que ça. C'est tout simplement une pause. C'est ma pensée. Les rêves, vous pensez que c'est la fin des rêves. Non, c'est une pause. Et vous voici maintenant face à nous. Mais avant nous, vous vous êtes réveillés à la vie. Vous vous êtes réveillés à la vie pour dire, pour exprimer, pour toujours chanter la vie, aider les gens, toujours aider les gens. Ce matin seulement, j'ai écouté une de ces émissions, une de ces, vidéos, où, malgré l'exil, elle pense déjà à ses amis qui sont restés là-bas et qui sont embrigadés. Vous savez, on ne les lâche pas. Elle a été sauvée. Et ceux qui sont là-bas. Elle est ici, je l'ai oublié ce matin, mais elle pensait à ces gens qui sont restés là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que cet humanisme? D'habitude, on sauve sa tête et on oublie. Malgré sa difficulté, elle a pensé à ces gens. Et ça, c'est l'expression effectivement d'une bonne éducation, d'un humanisme. Et je dis, vos rêves ne sont pas brisés. Ils ont voulu briser votre rêve, mais c'est quelque chose qui va continuer tout simplement. C'est une pause. Comme on dit en philosophie, vous savez, la mort n'est pas la fin. C'est tout simplement un passage. Un passage. Voilà. Les gens pensent que c'est la finitude. Non, il y a autre chose sans doute. Et je suis convaincu qu'on parlera de vous en bien, parce que vous êtes une bienfaitrice de l'humanité. Vous changez les mentalités, vous changez les regards. Et je citerai deux personnes. C'est Madame Pierre qui est morte il y a 2 jours, qui dit aux intellectuels et aux jeunes juristes qui faisaient du droit international privé, quand vous allez dans un pays, si vous voulez comprendre ce pays, allez faire un tour au tribunal, au palais de justice. Mon ami, ça c'est un ami, Adam Agaï, qui a fait un ouvrage d'autorité sur les prisons du Sénégal. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup, un journaliste très cultivé, très fort. J'ai dit aux étudiants, si vous voulez parler des prisons, il faut le dire. En tant qu'intellectuel, il a vu le calvaire. Vous en avez parlé dans votre livre, la situation. Quand c'était difficile, ce sont des prisonniers qui vous ont dit, on ne vous touchera plus. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup. Des précaires au service de vous, parce qu'ils ont senti chez vous un humanisme. Vous voyez, l'humanisme n'appartient pas seulement aux grands, etc., etc. Même dans la prison, on peut trouver l'humanisme. Ça y est dans son texte. Son texte est très riche. Moi, je le mettrai dans ma bibliographie parce que quand j'enseigne dans les écoles d'éducateurs spécialisés, etc., à l'université, j'ai un cours d'anthropologie médicale clinique, un début, je le mettrai. Pourquoi? Parce qu'on parle de la prison, on parle de la géopolitique, on parle de la stratégie pour castrer les gens, pour éliminer les gens. On parle des manigances, etc., de la pauvreté, de l'humanisme. Tous ces sujets sont dedans, mais il faut savoir les tirer. Un livre simple qu'on peut lire simplement, mais je vous dis, en citant tout simplement la charte du monde, toute vie est une vie. Voici ce que je voulais dire pour présenter notre auteur et pour parler de cet ouvrage. Alors, Madame Kanto, comment vous allez? En femme politique, je dirais ça va, parce qu'en politique, on ne dit jamais ça ne va pas. Même quand vous êtes au plus bas de l'échelle, on dit toujours ça va. Ça ne va pas, peut-être parce que j'ai perdu mon géniteur, qui m'a lâché le 2 février, où je ne m'attendais pas. Dans ma langue maternelle, on dit toujours en langue Moko Tadjen Tafu. Je crois que mon oncle comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que je l'ai soigné et c'est quand il était déjà bien, il parlait comme c'était un bon bantard. C'est pour ça qu'on va l'enterrer en gonflant parce que ce monsieur, ce sont des gens qui ont eu de l'argent à l'époque. Et du coup, je n'ai pas vu la mort venir. Ça m'a surpris.
Mais je remercie aussi mes enfants qui me disent, maman, on va avancer. On va enterrer grand-père, mais vas-y avec ton livre parce que ça raconte une histoire d'un pauvre. Ça va. Du moment où je termine avec ce livre aujourd'hui, que le peuple, tout le monde saura qu'est-ce que j'ai subi, pourquoi je défends les pauvres, pourquoi je défends les prisonniers, parce que je sais que beaucoup sont en prison pour rien. Pour un oui, pour un non, un député vous prendra et jette en prison. Ce que j'ai fait, je suis allé intimer. Les personnes que les hauts commis ont mis en prison, je suis allé les sortir parce que j'ai dit, la personne n'a personne dans la vie. Et moi qui est femme politique, j'irai le sortir. Et vous et moi, nous allons bagarrer, nous sommes des personnes de haute personnalité. Et je l'ai fait, je ne le regrette pas. Si ça avait fait demain, je le ferai. Donc pour moi, ça va. Le livre est sorti, ça va. C'est parfait. Est-ce que vous pensez que, on va dire encore, ici, vous êtes en France, vous pensez que les livres vont réveiller les consciences au Cameroun? Est-ce que vous pensez que ça va changer les mentalités? Parce que dans votre texte, vous faites un hymne pour changer les mentalités des gens, surtout de ces gens corrompus, de ces gens qui se croient tout puissants et qui ont tous les pouvoirs. Moi, je pense que ça va changer parce que nous luttons pour ça. Ce que j'ai écrit, j'ai consigné dans ce livre, c'est pour ceux qui vont me lire, vont comprendre que je sors de moi et que je continue à tenir. Je ne baisse pas les bras. Moi, je pense qu'au Cameroun, je veux vous dire, un commissaire qui m'a déjà appelé pour me poser la question, mais est-ce que je t'avais torturé? Je dis, c'est dans le livre que tu iras savoir qui m'a torturé, qui ne m'a pas torturé, parce que je ne suis pas allée par le dos de la cuillère. J'ai un ministre qui m'a appelé ce matin pour me dire, mais est-ce que tu penses que nous, on ne t'a pas soutenu? Je dis, l'heure n'est pas à soutenir, l'heure est à savoir qui a fait quoi et qui fait quoi à ceux qui ne peuvent pas parler. Quand je dis, les personnes sans voix, parce qu'il y en a qui n'ont vraiment personne, qui sont dans les cellules du Cameroun, ma Fogonie en sait quelque chose, qui sont dans les... Quand je dis point oui, point non, au Cameroun, c'est quoi? Nous avons là une femme qui descend du véhicule, pour peu que quelqu'un glisse et touche son vêtement, tu te retrouves en prison ou dans les cellules de parquet le lendemain. Dans toute l'Afrique, j'en ai vu parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup défendu les personnes. Je pense que ce livre devait faire changer parce que même jusqu'au haut sommet, le président de la République doit se demander, elle est passée où cette dame? Parce que je n'étais pas inaperçue. Je suis une dame qui a touché, qui a discuté avec le président Paul Biya. Ce n'est pas qu'on dit, c'est là, et les gens, ceux qui savent, le savent. Et moi, je peux avoir été détestée à un moment parce que face à lui, je disais ce que le bas peuple dit. Face à la première dame, j'ai eu à dire ce que le bas peuple dit. Et on m'a rappelé tout de suite en arrière, en revenant au comité central pour me dire. On ne dit pas, je dis non, moi je dois dire. Parce que quand on se retrouve au haut niveau, on voit les dons pétrole, c'est les dons quoi, pétrole, périnon. Nous ne savons pas ce que les gens vivent, sauf que moi je bois sorti de mes poches. Je n'ai jamais vu ce qui est sorti de l'État. Je paye, j'achète quand je vous invite, je le fais. Quand je vais sur le terrain, j'ai dépensé près de 200 millions de francs CFA au Cameroun, dans toutes les 10 régions, pour sauver les pauvres, pour donner les écoles, les églises, les partis. Je n'ai négligé aucune couche sociale. Je peux dire que c'est ça qui me sauve jusqu'aujourd'hui. Et c'était l'occasion pour moi, si moi je rencontre les hautes personnalités, les hauts dirigeants du monde, c'était l'occasion pour moi de leur dire face à face ce que le peuple vit. Le Lozo, par exemple, au Cameroun, j'en ai parlé dès le début, quand ça a commencé. J'étais l'une des femmes qui est descendue et que là où le gouverneur ne pouvait pas descendre, moi je suis descendue. Les Ambabouais ont dit, nous voyons tout ce qu'elle fait pour le peuple. Elle n'est pas seulement assise dans les bureaux. Deux fois, elle éloigne le protocole pour descendre dans la foule. Je peux ici dire, dans ce livre, les gens vont se reconnaître parce qu'il m'arrivait, assurer mon protocole au Cameroun devenait difficile. Pourquoi? Parce que au moment où on m'empêche de saluer une maman qui a un bout
papier qu'il veut absolument me donner. Parce que pour elle, il y a son fils quelque part qui souffre de l'État, de la machine de l'État. Personne ne peut dire. Il m'est arrivé de mon gars, lui le savait déjà, donc lui, ça m'étonnait. Par contre, le cercle du protocole dont on m'imposait, on savait qu'avec Inès Canto, elle va faufiler. Je sortais toujours du protocole et je le fais toujours pour aller toucher vers les gens, vers la population, parce que c'est là, c'est lui qui n'a pas de babouche, c'est lui qui te donnera les vraies informations de ton pays, qui va vous aider, vous les politiciens. Et donc, ça ne pouvait pas plaire. Donc, professeur, voilà. Merci beaucoup, merci. Comment dire encore, nous allons donner la parole, on reviendra là-dessus, nous allons donner la parole à madame Bono, c'est ça. Voilà, vous allez nous dire. La reine mère Tika. Elle aussi technicienne. Elle a actuellement venu lui donner reine mère à Tika. D'accord. Donc, c'est le roi Tika qui lui a attribué le rôle de reine mère. Donc, c'est ma grande sœur reine mère. Reine mère, alors, c'est à vous. Il faut également préciser que c'est une grande militante camerounaise. Vous aurez l'occasion de découvrir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je vais d'abord vous remercier parce que soutenir une personne, c'est très important. Je veux d'abord m'adresser à ma soeur, de souhaiter mes condoléances. D'être un cher papa, être si loin, c'est très difficile. Courage à toi. Vous savez, on ne devient pas activiste en lui-même. On n'a pas besoin de faire des grandes études. C'est tout simplement des personnes qui sont contre l'injustice. On n'accepte pas et on décide de devenir activiste. En venant en Europe, je n'ai jamais imaginé qu'un jour j'allais devenir activiste. Jamais j'avais l'idée d'être traqué par le gouvernement parce que je dénonce. Vous savez, quand j'ai lu le titre du livre, je me suis interpellée. Je refuse toujours les invitations, mais le titre m'a interpellée. Fin d'un rêve. On a tous rêvé au Cameroun. Qui n'a pas rêvé? On a tous un rêve. Pourquoi aujourd'hui, on ne rêve plus? Pourquoi aujourd'hui nous sommes si déçus du Cameroun? Personne n'a la réponse, mais tout le monde connaît la vérité. Je suis une vieilliste, comme on appelle les sardinards. Oui, j'ai menti. J'ai dit des mensonges et pourtant je savais la vérité. Mais la conscience m'a rattrapé. Quand on a la chance d'être dans un pays comme l'Europe, comme la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, il ne faut pas se contenter de ce que vous mangez, de vos petits conforts. Parce que ce qui est arrivé à Mme Canto va vous arriver demain. Au Cameroun, on est incarcéré parce qu'on n'aime pas ta tête. Si un voisin qui a des relations n'aime pas voir un X, il va monter un dossier contre toi, tu te retrouves en prison. J'ai décidé de ne pas parler de politique aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous dire une vérité. Cette femme a connu ce qu'on appelle la trahison. Parce que quand j'encourage une personne si puissante comme M. Poilievre, et que son parti politique te jette en prison, vous ne pouvez pas imaginer la colère qui peut être en vous. Et pourtant, elle a travaillé pour le RDPC. Elle a sorti l'argent de ses poches pour les démunis, pour les déplacer des guerres. Mais personne n'a osé dire à Poilievre la vérité. Ceux qui sont autour de Poilievre, c'est des menteurs. Ceux qui sont autour du président Poilievre savent que les femmes vont se lever un matin et vont arracher la liberté d'expression dans le Cameroun. Nous sommes des mamans, c'est nous qui entendons.
Ce n'est pas le rôle de Renétika ou de Mafo qui doit faire de toi la guerrière du Cameroun. Le Cameroun est en guerre. La paix est dans le Cameroun. Nous avons une guerre sociale, politique, économique. Mais tout le monde fait comme si tout allait bien. On me demande de se taire. Tu ne peux pas dire ça. C'est le Père. Aider le Père à sortir par la grande porte. Il n'y aura pas de petite porte. Tout le monde le sait. La seule chose qui dérange dans le Cameroun, nous ne sommes pas assez courageux pour dire la vérité. Ce qui sauve le Cameroun, c'est parce que nous sommes multiculturels. Tu ne peux pas tuer l'enfant de ton frère parce que ton frère a eu un enfant avec un papier. Tu ne peux pas tuer ton demi-frère parce que ta maman a eu un enfant avec un autiste ou avec un anglophone. C'est ça qui sauve le Cameroun. Mais le rêve des Camerounais n'existe plus. Qui rêve encore d'être fonctionnaire au Cameroun? Pour être fonctionnaire, il faut être dans les loges, il faut être dans un système où tout le monde connaît le verbal, c'est-à-dire tu deviens bisexuel. Et ça, on accepte. Les détournements de fonds au Cameroun se font tous les jours, ça se passe dans le Cameroun, où ceux qui sont à la présidence changent les bons d'essence pour bâtir des immeubles. Dans le Cameroun, même ton avocat n'a pas peur de te demander de l'argent en te disant il faut 2-3 millions pour le procureur. Il n'y a plus de justice dans le Cameroun. On n'a même pas peur s'il y a un journaliste qui est en train d'enregistrer ce genre de verbal dans le Cameroun. J'ai été dans les entrailles des cellules du Cameroun, la pire des Yaoundé, où j'ai vu des femmes enceintes couchées par terre, des enfants mineurs. Oui, nous sommes là pour un livre, mais nous sommes là aussi pour notre liberté. C'est pourquoi j'aimerais bien vraiment que vous compreniez la souffrance de notre sœur. C'est qu'elle a pu progresser dans le Cameroun. De la souffrir jour et nuit. Mais ce qui est arrivé à notre sœur va vous arriver aussi. Mais vous n'aurez pas la chance d'avoir des amis, des relations pour votre libération. J'ai rencontré des prisonniers séparatistes. J'ai discuté avec des activistes, avec des djihadistes. J'ai vu des personnes, comme a dit la Polynie. Tu sais, ce monsieur, il a tué 10 militaires. Il les a exécutés. Je n'ai pas eu peur. J'ai été au président. Je dis, général, pourquoi tu as tué? Qu'est-ce que vous faites chez nous? C'est vous qui avez tout dans le Cameroun. J'ai été en larmes face à la barbarie du Nozo. J'ai vu des femmes égorgées. J'ai vu des empoisonnés égorger des militaires. J'ai entendu des vidéos où à un moment, on n'a plus de voix. C'est pourquoi je dis à tout Camerounais de se lever et de dire plus jamais ça. Tout le monde doit contribuer au sauvetage du Cameroun à son niveau. Tout le monde doit jouer son rôle. C'est très important. Ne restez pas ici à parler, à dire j'ai mon travail, j'ai mon petit luxe. Mais demain, quand tu iras au Cameroun, même à l'aéroport, ils vont te mettre la gloire dans ton sac et te jeter en prison. Parce qu'on t'a vu poser une photo avec madame. Parce que tu es devenu ami avec ma faux Apollonie. On ne te lâchera plus. Tu deviendras l'ennemi de la nation. Alors, est-ce que nous devons continuer dans un pays où les journalistes n'ont pas le pouvoir de dire la vérité, où les Camerounais n'ont pas la liberté d'expression de dire au président politique ce qui ne va pas, de dire à nos députés, parce que les ministres, moi je vais compter, ces ministres n'ont plus même le droit d'exercer leurs fonctions dans le Cameroun. Je ne dirai pas tous les ministres. Nous avons des ministres âgés. Eux, ils ne connaissent pas la retraite. Ils ne sont même plus dans leur lieu de service.
Nous avons tellement de problèmes dans le Cameroun que c'est une honte. Politique, des artistes, les enfants, les mamans, les pensions. Est-ce que nos personnes âgées bénéficient des aides sociales? Et pourtant, nous avons l'aide sociale au Cameroun. Imaginez-vous un grand-papa qui n'a qu'une pension de 22 000 francs CFA. J'ai vu des fiches de paye des pensions de 25 à 22 000. Comment voulez-vous que votre papa survive avec 22 000 francs CFA en payant des soins de santé, en payant le transport, en s'occupant encore de votre maman dans les 22 000 francs CFA, où les fils dépendent des sachets de whisky et pourtant ils ont fait des études. Et ça, on vous prouve que vous êtes un traître. Vous trahissez Paul Biya. Si la vérité c'est une trahison, dénoncer, ce n'est pas aimer le président Paul Biya. Est-ce que Paul Biya lui-même peut s'en sortir avec 22 000 francs CFA? Qui, avec 1 kilo de poisson à 1800 francs CFA? Alors, réfléchissons surtout pour l'avenir de demain. Le Cameroun ne nous appartient pas. Nous sommes tous des passages au Cameroun. Mais ce qui compte, c'est ce que tu laisses comme héritage à tes enfants et à tes petits-enfants. Pas héritage matériel. La débauche au Cameroun, la prostitution. Il y a des parents qui ferment les yeux, qui acceptent que leur fille se prostitue parce que la fille ramène à manger à la maison. Inacceptable. Imaginez pour ce père qui doit dépendre de la position de sa fille. Mais le père ne peut pas s'indigner parce qu'il a peur d'être privé. Les avocats n'ont pas de dénoncer parce qu'ils sont pourchassés et exécutés les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des morts civiles au Cameroun qu'on va dissimuler en agression, qu'on va dissimuler en accident. Non, c'est parce que tu parles beaucoup. Alors, nous les activistes, moi, je marche avec mon cercle sur ma tête. Je sais que je suis une cible, mais ce qui compte, c'est que Dieu me protège et je le sais. Les gens qui savent que je fais un bon combat, prient pour moi, et ces prières me protègent jour et nuit. Je marche tête haute, je n'ai pas honte parce que je n'ai jamais été un héros du Cameroun et je ne parlerai jamais un héros du Cameroun. Mes frères, quand vous irez au Cameroun demain, regardez ce visage. Est-ce qu'elle a vraiment eu le droit de dénoncer ou pas? Ce livre raconte son calvaire, l'humiliation qu'elle a subie. Parce que le harcèlement n'est pas seulement physique, c'est toute une famille qui a été détruite. Ses enfants, elle-même, ses parents, tout un village a été humilié. Où elle a laissé sa vie en héros pour aller sauver les Camerounais au Cameroun. Et pourtant, les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas qu'on leur sauve. Ces Camerounais qui sont des dirigeants dans le Cameroun. Alors, ma sèche, nous allons suivre tes pas. Nous allons dénoncer. Nous allons écrire. Nous allons chanter. Mais ce qui me déçoit, c'est que même nos artistes ne dénoncent plus aujourd'hui. Ils ont peur d'être mis. Alors, regardez un peu nos artistes avec nous. C'est la misère. Ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de mutuelle. Beaucoup ont fait des enfants avec un X, l'enfant a été reconnu. Ils ont reçu une carte de séjour de 10 ans. Elles n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais travaillé. Maintenant, aujourd'hui, ils ont 60 ans. Ou ils ne sont même plus assimilés à un enfant mineur. On ne sait même plus leur reprocher leur carte de séjour. Alors, vous, les artistes, c'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous avez fait du Cameroun? Est-ce que vos vies dépendent de 500 € qu'on vous donne? Est-ce que votre avenir dépend de cette trahison qui trahit le Cameroun? Les activistes,
ou vous. Un artiste qui ne dénonce pas, crée au Cameroun. Parce qu'on écoute vos messages partout dans le monde. Vous êtes des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, nos artistes ont fait le choix de chanter les musiques et ce qui se passe dans leur foyer. Nous n'avons plus ces artistes qui nous parlaient, qui nous signalaient, qui tiraient la sonnette d'alarme. Que ce soit les chanteurs de Koutsi, que ce soit les chanteurs d'Ouala, comme il croit le temps, que ce soit les chanteurs même du village, par exemple, bolivien, beaucoup ont dénoncé. Mais nous, on n'a jamais compris comment ils avaient une façon très intellectuelle de dénoncer les cas du Cameroun. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient une cible. Monsieur Martin a chanté. Salomon a chanté. Le pays est tombé. Qui a mangé, qui a bu? Ça lui s'est arrêté le jour de la remarque. Mais nous, on pensait qu'il parlait du village. Non, il parlait du gouvernement. Et il n'y a plus rien. Alors, ma soeur, j'ai décidé d'écrire pendant mon trajet. J'ai décidé d'écrire quelque chose pour toi. Parce que c'est ce combat qui nous a fait connaître. On ne se connaissait pas. J'ai connu ton identité il y a quelques jours. Je n'ai pas cherché à savoir qui vous êtes. Ce matin, quelqu'un m'a posé la question, mais qui t'invite à Paris? Je dis, c'est une dame qui écrit un livre. Et tu ne sais pas qui est la personne? J'ai dit non. Quand j'ai vu la photo de madame, ça m'a interpellé. Quand j'ai vu le titre, ça m'a interpellé. Et je ne veux pas savoir qui elle est. Je défends la cause des femmes. Je défends la cause, parce que vous aussi, vous serez créés dans la boue dans le Cameroun. Un jour, c'est pas demain, peut-être la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui résonne à chacun de nous, la fin de rêve. Nous avons tous connu ces moments où nos espoirs et nos aspirations semblent s'effondrer, où la réalité ne correspond pas à nos attentes. Mais permettez-moi de vous dire que la fin d'un rêve ne signifie pas la fin de tout. Ma sœur, aujourd'hui tu te retrouves en exil. C'est un début de nouvelle vie. Je pense que, en tant qu'une personne qui a traversé les moments difficiles, tu as appris et tu as vécu des choses qui vont te donner beaucoup d'espérance pour le Cameroun et demain. Ton travail va continuer au Cameroun. Nous allons tous rentrer à la maison. C'est dans ces moments de déception et d'adversité que nous sommes testés, où notre résilience est mise à l'épreuve. C'est là que nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes pour trouver la force de continuer et de nous relever et de poursuivre notre chemin. Perdre un papa à l'étranger va te fortifier. C'est ça qui va te donner plus de force pour continuer ton combat, de sauver ces enfants abandonnés, non scolarités au Cameroun, des femmes qui sont dans le désespoir, les déplacés de guerre. Ton rôle va continuer dans le Cameroun. La vie est faite des obstacles, des défis, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous grandissons et que nous nous découvrons. Aujourd'hui, tu as découvert que tu avais un instinct d'écoute. Tu le soignais, tu étais une épouse dévouée qui s'occupait de ses enfants, mais il a fallu qu'on passe par là pour avoir l'instinct d'écrivain. Alors, c'est là que nous apprenons à nous adapter et à trouver de nouvelles voies et à redéfinir nos rêves. Alors, mes chers amis, je vous encourage à ne pas laisser la fin d'un rêve vous décourager. Utilisez cette expérience comme un tremplin pour vous propulser vers les nouveaux horizons. Faites preuve de persévérance, de détermination et de courage. Ça, c'est faire du courage avec vos grands enfants.
un fils qui veut devenir peut-être avocat, il faut le droit pour nous défendre. Notre dernière fille qui veut être psychologue pour porter nos problèmes. Ah oui, d'accord. La dernière qui veut faire les finances Wow. pour nous aider à faire les comptes. Tu vois? En quelques minutes, j'ai découvert une famille comblée de toutes sortes de talents. Parfait. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que j'ai vu de l'amour chez vous. J'ai vu la petite entrer dans la maison, faire un câlin à son grand frère. Ce qui est très très difficile en Afrique. Cet amour-là, on ne le partage pas au Cameroun. Mais j'ai vu les enfants soudés, complices, au regard avec leur maman. Continuez à veiller sur votre mère. Continuez surtout, ne nous décédez pas d'être l'avenir de demain. Alors, rappelez-vous toujours que la fin d'un rêve ne signifie pas la fin de tout. C'est le début d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle aventure qui nous attend tous. Aujourd'hui, la fin de Bia est là. Que ce soit une fin politique, que ce soit une fin personnelle, vu son âge, il n'est pas éternel. Qu'allons-nous faire du Cameroun de demain? Allons-nous continuer dans la guerre, dans le terrorisme, dans ce désordre politique? L'heure est arrivée où le président Paul Biya doit faire appel à tous ses enfants. Inviter tous les activistes au Cameroun et poser la question à ses fils, à savoir, pourquoi vous êtes fâchés, les enfants? Nous ne voulons pas d'un dialogue national, parce que tout Camerounais connaît les problèmes du Cameroun. Nous voulons une réunion familiale. Et je voudrais surtout aussi, une fois de plus, remercier une personnalité publique, M. Eric Tchidji, avec qui j'échange beaucoup sur les problèmes politiques du Cameroun. Je sais que beaucoup d'anglophones pensent qu'il est lâche, parce qu'il ne fait pas le choix. Vous savez, tout le monde ne peut pas faire un choix d'être dans la forêt, de prendre des armes. Il y a des gens qui préfèrent être neutres, comme un juge. Et je voudrais vraiment lancer un message à tous les leaders séparatistes. Vous avez eu une réunion il y a quelques jours aux États-Unis. J'espère vraiment que vos cœurs vont essayer de remettre 1% d'amour pour le Cameroun. On ne peut pas continuer dans la guerre. J'ai discuté avec Alutabe il y a 15 jours. Je lui ai dit, Alutabe, parle à tes combattants, parle à tes frères anglophones. Je sais que tu es en prison, on ne t'écoute plus, mais tu as toujours le rôle de leader. Tout le monde sait que tu es un leader. J'invite le président intérim du MOSO à réfléchir à cette proposition de paix. Qu'on trouve une solution avant que plus rien parte. On ne peut pas continuer dans cette guerre. J'invite tous les généraux en partenariat. Je sais que vous êtes en colère. Je sais qu'on n'a pas fait un partenariat dans le Cameroun. Je sais que vous souffrez parce que moi, je vous appelle un jour anglophone. Je ne t'ai pas considéré parce que j'étais la majorité présidentielle. Je vous demande pardon. Vous avez perdu des Camerounais valables. Quand je regardais Phil Marshall, je voyais un général de l'armée camerounaise pour protéger le Cameroun. Mais il est devenu un général qui a retourné les armes contre son frère. Quand je vois nos petits, grands-parents, tous ces combattants dans la forêt, je me dis, mon Dieu, quel cachet. On pouvait utiliser ces Camerounais à former la jeunesse camerounaise. Ils ont commencé une guerre avec les armes de paix. Aujourd'hui, ils sont armés. Pourquoi ne pas utiliser cette force pour développer le Cameroun? C'est pourquoi j'invite vraiment
le grand maître, le notable Choufa. Choufa, je sais ce que tu as fait en prison. Merci beaucoup. Docteur, je sais ce que tu as laissé en prison. Mais c'est compliqué quand un notable comme Choufa ne sait même pas s'asseoir. Vous savez, Choufa sort en prison que les maîtres disent pour venir à la cour. Il ne s'assoit pas sur le banc parce qu'il est notable. Si je fais 2 cérémonies, il va rester 2 ans debout. Il n'y a pas eu David qui peut prendre place. Et vous savez, en tant qu'État, en tant qu'avocat, pour moi c'est compliqué. D'être en prison à 2 mètres en Montpellier, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi d'être en prison à côté des Koyeko. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le petit va soutenir les anglophones. On va suspendre là. Ce n'est pas un soutien que j'apporte aux anglophones. Je cherche à comprendre ce qui se passe dans le réseau. Je cherche à connaître l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, si cette dame s'est retrouvée dans cette situation, c'est parce qu'elle a voulu dénoncer. Et quand je dénonce dans le Cameroun, les armes du RDPC se retournent contre toi. Alors, ma sœur, merci à vous. Courage. Une fois de plus, mes condoléances. Merci beaucoup. Les gens sont très bavards. Ils ont beaucoup de choses à dire. Vraiment, tout ce que non, c'est très bien. Tout ce que vous avez dit est très intéressant. Avant de vous donner la parole, on va donner un mot à M. Salam qui représente Mme Kamara pour nous dire juste un mot. Voilà. Et après, je donnerai la parole à Mme Kanto et après à la salle. Voilà. Ça va vous connaître là, oui, bonjour et encore merci de nous avoir invités. Alors, oui, je devrais être là avec Mme Kamara. Je ne sais pas si je dois développer qui c'est Mme Kamara. Et malheureusement, elle n'a pas eu le temps. Elle a eu un peu de temps. D'où, étant donné que Mme Inès aussi voulait, elle a tenu vraiment cette question-là, mais franchement, j'ai tout fait. Hein. Elle a eu un peu de temps. Et aussi, son emploi de temps, je crois qu'elle est en train de manger. Encore merci et sincère condoléances aussi à Mme Inès, ses enfants, la famille. Comme on le dit chez nous, quand on perd notre chair et qu'on n'a pas la possibilité d'être auprès de la famille et de dire quelque sorte au revoir à ses chers, c'est très compliqué. L'exil, comme vous savez, je travaille dans l'immigration et j'ai fait des recueils de données tout le temps. C'est vrai que c'est pas facile. Souvent, on se retrouve là à tourniquer parce qu'on a appris des nouvelles. On a perdu une telle personne, des personnes très chères, et qu'on ne peut pas s'y rendre. Et les parents en Afrique souvent ne comprennent pas pourquoi est-ce que, voilà, il a perdu son père, sa mère, sa sœur, et qu'on l'informe. Mais que la personne elle a tourné à rond et ne peut pas véritablement dire c'est pourquoi elle ne veut pas voyager, elle ne peut pas venir. C'est très compliqué. Ça bafoue aussi l'honneur et la dignité. Je prends un exemple sur un jeune Ivoirien que dans les années, je crois, 2000 et quelques, je me suis occupé de lui. On l'appelle pour me dire, mais écoute, Eric, la vieille est gravement malade, il faudra que tu viennes.
Ok, la vieille est quand même malade. Il tourne en rond. On envoie des courriers, on l'appelle, Eric ne répond pas. Pas fini, la vieille décède. On le rappelle, Eric, la vieille est décédée. Il faudra que tu viennes. Oui, je serai là le mois prochain. Je serai là dans 2 mois, 3 mois. Le temps passe. Eric reçoit encore à nouveau un coup de fil. Papa est malade. Eric tourne toujours, mais ne peut pas expliquer à sa famille qu'il a ce problème de papier. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même plus. Mais Eric est obligé de disparaître des radars, ne plus donner signe de vie. Alors, en gros, pour dire que l'exil, je le dis souvent, on peut être en exil dans son propre pays, tel que Madame l'a dit tout à l'heure. Mais l'exil encore en dehors du pays est encore difficilement supportable à cause de tous ces aléas de papier qui s'imposent. Donc, je dis souvent, essayons ensemble de... j'essaie d'être succinct pour ne pas mon métier aussi, parce qu'on ne sait jamais. Ou sinon, nous sommes tous des enfants de l'Afrique. Et quand on arrive en étranger ou en aventure, ou par soi, on a vécu des choses terribles dans son pays comme Madame Inès, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que soutenir, moi personnellement dans mon métier, l'écouter, le soutenir et essayer de voir dans quelle façon, voilà, pour l'aider. Moi, c'est ma manière aussi, c'est ma lutte aussi, quelque part. Voilà. Moi, Inès, je n'avais, comme la dame l'a dit, je n'avais jamais entendu parler d'elle. C'est petit à petit, tout doucement, que malgré qu'elle venait me parler, elle était quand même méfiante, c'est ça que j'ai dit au début. Mais petit à petit, on a essayé de créer ce d'osmose entre nous, que je me suis rendu compte que voilà une personne aussi qu'on peut vraiment soutenir sur le plan aussi, tous les plans politiques et autres. Parce que son combat n'est pas forcément le combat du Cameroun. C'est le combat de tout le continent africain. Quand je dis tout le combat, son combat, c'est pour tout le continent africain. Je sais qu'elle a beaucoup voyagé, le Burkina et le consort. Et quand elle m'explique le pourquoi elle se retrouve aujourd'hui en France, privée de sa liberté. Pire, c'est que là, par exemple, elle a perdu son père, elle ne peut pas se rendre au Cameroun. C'est triste. Donc, moi, je dirais, je demande à tous les Africains, qu'on puisse se réunir et effectivement dire non à ces dictateurs qui font qu'aujourd'hui on se retrouve en exil, en prison, même si on n'est pas dans les 4 000, on est en prison quand même.
je vous dis, j'ai recueilli pas mal de données sur la vie de nos compatriotes qui hier n'ont jamais soupçonné de se retrouver dans cette situation, mais qui sont là aujourd'hui, qui ont tout perdu, y compris leur dignité notamment, liée à quoi? À la malgouvernance de nos chefs d'État. Donc, je n'ai pas, si je vais vous citer des exemples, si aujourd'hui on ne va pas s'en sortir, et je tiens encore une fois à présenter mes condoléances à Mme Inès et continuer à lutter pour que un jour un Africain ne puisse pas se retrouver en exil et vivre ce genre de situation. Merci beaucoup, M. Salam. Je pense que vous aurez intérêt à travailler avec le jeune Jean-Marc, qui fait un travail, qui a écrit un ouvrage sur un concept que vous ne connaissez pas, la multitude. Et comme vous recueillez des données, je pense que vous travaillez en fait sur la théorie du voyage, comment on se réidentifie ailleurs. C'est ce qu'on appelle la transposition culturelle, etc., le problème du multiculturalisme, la rencontre de l'autre, quand on est ailleurs, qui sommes-nous, etc., etc. Et je pense qu'il fait un travail intéressant. Je découvre, j'ai dit un tout petit peu, mais je pense qu'on pourra faire des choses. On a beaucoup parlé du voyage, on a parlé effectivement des exils. Je veux vous lire quelque chose avant de donner la parole à Mme Inès. Elle dit ceci. Aujourd'hui, je dois une bonne partie de ma vie aux personnes détenues qui m'ont défendu pendant ma détention et non à cette administration. Vous l'avez très très bien dit. Mais la figure que vous avez décrite, madame, on le trouve au Sénégal en ce moment. En ce moment, si vous connaissez la géopolitique, le président actuel veut repousser les élections sénégalaises. Il arrête tout le monde comme il veut. Vous avez dit, si par exemple la voiture éclabousse, il salit votre pantalon. Donc voilà, c'est véritable, pas de justice. J'ai écrit des articles sur les jeunes juristes africains qui sont très très bons, mais quelque part qui sont englués dans un système, mais il y en a qui émergent. Et c'est pourquoi j'ai de l'espoir que ça va marcher. Rien n'est perdu en Afrique. On a des jeunes qui ont de la morale et de l'éthique. On a des journalistes courageux. J'ai accompagné beaucoup de jeunes journalistes qui ici qui sont partis au pays. Et discrètement, nous parlons de géopolitique, je leur donne des conseils sur la façon de faire, etc. On ne les achète plus. On ne les envoie plus en mission en payant de l'hôtel. Je leur dis, payez vous-même votre hôtel pour être libre. Chère amie, Madame Inès, vous avez souffert. Vous avez beaucoup vécu en prison et vous avez quitté la prison pour aller vous soigner. C'est à ce moment-là, vous avez interpellé, tout le monde était sourd. Mais à un moment, des oreilles ont entendu votre cri. Racontez-nous la suite. Alors, je sais que beaucoup de gens veulent savoir comment elle a pu sortir des prisons. Parce que quand on est en prison politique, c'est difficile quand tout le monde dit hey, c'est venu de la prison, c'est vous là-bas. C'est les grosses têtes. Parce que c'est comme disait toujours même un procureur, c'est entre vous les grosses têtes. Je me souviens, j'étais tellement malade quand je suis arrivée en France. Quand on m'a ramenée, puisque je partais de la France pour aller en politique, je tiens à rappeler les personnes que je suis revenue pratiquement en civière, malade. Du Bourget où l'avion a atterri, on m'a amené directement à l'hôpital. Peut-être il veut savoir comment je suis sortie. C'est un chef d'État dont je tairai le nom qui a envoyé le jet privé, sorti Inès Locanto, de là où on voulait la tuer. Premièrement. Deuxièmement, on m'a injecté le formol pour me tuer. Il y a des témoignages parce que en France, on a été jusqu'à la cour d'appel. Et vous savez qu'en France, normalement, c'est le procureur général qui doit vous poursuivre parce qu'il est du côté peut-être du plaignant ou bien de quoi.
Mais ils se sont rendus compte parce que à la cour d'appel à Paris, mes images de tout ce que j'ai fait dans tout le Cameroun défilaient sur l'écran parce que les Blancs jugent les choses avec des preuves. Et quand ils ont vu les tortures que j'ai subies en milieu carcéral en 2 mois, le juge m'a dit ceci: Madame Kanto, est-ce que vous savez que la condamnation du Cameroun, on vendra tout le Cameroun pour vous payer, ils ne pourront pas s'en sortir. Parce qu'il y a eu des preuves comme quoi l'argent que je dépensais pour le peuple au Cameroun ne venait pas du Cameroun, il y a eu toutes les traces, ça venait de la France. C'était la tirelire de mes enfants qui sont là, que j'ai cassé pour le faire parce que mon propre argent, je l'avais déjà fini d'utiliser. Et comme j'étais passionnée de beaucoup de personnes qui sont en prison, qui restent pour des... Comment on appelle? Il y a beaucoup de personnes qui sont encore pour 20 000 parce que le jour où il devait sortir de prison a déjà passé, mais il n'a pas eu qui va payer ces 20 000. Je payais tout ça pour tout le monde. Dès qu'on m'appelait, je m'y rendais sur place et je m'attelais à ressortir avec la personne. Mes problèmes commencent quand je dis à un député du département de Haut-Plateau, une femme comme moi, quand je lui dis en face, ça fait 3 ans que tu enfermes les gens. Ça fait plus se passer. Moi, je vais en plus. Tu enfermes aujourd'hui, le lendemain, Inès Loganto monte, la même présidence où vous entrez, nous tous on rentre. Je suis allée jusqu'en Bomeka. J'ai rencontré le président de la République, j'en ai parlé. Et j'avais le cutus d'aller sortir ces personnes qui sont pour rien, parce que je rappelle qu'au Cameroun, vous avez des personnes en prison tout simplement parce qu'ils ont refusé de porter une chaise pour un député pour déposer à X ou Y endroit. C'est-à-dire le député arrive à la place des faits. Oh toi là, prends-moi cette chaise. Et pour peu que vous lui dites avec un peu de respect, dites-moi bonjour. Tout de suite, on appelle un 2V qui vous ramasse. Un 2V, c'est les policiers et les gendarmes qui vous ramassent, qui vous met, qui vous jette en prison. Alors, moi quand j'étais en politique, j'en viens à la question. Moi quand j'étais en politique, je ne faisais pas la politique pour plaire. Je disais ce que je pense. Les images sont là, les écrits restent. Les radios, tous les journalistes qui venaient m'interviewer disaient cette femme est tellement solide et elle va te répondre cru tel que tu as posé. Quand on me posait la question, par exemple, de savoir est-ce que telle réunion, vous avez vu le président de la République, dès que le ministre finit de répondre, parce que j'étais toujours dans toutes les commissions et personne ne pouvait rien dire parce que c'est moi qui dépensais de mon argent, donc tu n'avais rien à me dire. C'est vous qui ne pouvez pas parler parce que c'est l'argent de l'État que vous utilisez pour le faire. Alors toi, tu n'as rien à me dire, moi je le disais tout le temps. Quand on arrivait à une réunion, on nous dit par exemple, nous les élus, nous devions cotiser à partir de 500 000 francs CFA qui est l'équivalent du numéro. Quand je cotise, quand nous arrivons sur le terrain, j'ai un ministre par exemple dont je vais terminer, qui dit non, eux ils ont cotisé. Je dis non, sur la table ici, moi je n'ai pas eu vos cotisations. Vous êtes les ministres, vous deviez même cotiser double que Inès Loganto parce que c'est une élite qui travaille pour le peuple, le social. Alors ça ne me plaisait pas. À chaque fois qu'elle prend un micro, non, Paul Biya dit que moi aussi je prends le micro. Je dis non, nous n'étions pas en réunion avec M. Biya. Nous étions en réunion avec le PM qui a dit ceci. Alors le peuple, nous ne pouvons pas faire telle route en une journée. Mais moi, Inès Loganto, je peux construire vous-même une école, je peux payer les enfants qui vont par là, je le fais partout, pas seulement partout. Je le fais jusqu'au Sénégal, je suis venu même partout. Alors quand on me jette en prison, c'est quand on se rend compte que la population dit haut et fort. La reine-mère travaille pour nous des prix forts, comme on dit en langage. Des prix quand on ne parle même pas d'élection de quelque chose. C'est elle qu'on connaît, c'est elle qu'on voit, c'est elle qu'on va voter. Voilà, tout commence. Un ministre de la République, parce que je sais que mon écrivain me dit toujours de ne pas trop citer les noms, parce que j'étais tellement blessée, il me le dit toujours. Un ministre de la République qui n'était pas du gouvernement, qui n'était ni bialiste, qui était contre Biya, qui ne l'a jamais soutenu,
que je me souviens après les élections, parce que j'étais vice-présidente de campagne du président de la République, vice-présidente de campagne et membre de la sous-commission l'industrie. Ça veut dire que j'ai géré toutes les 10 régions de l'Ouest, moi, femme. Je parlais, les images sont là, au milieu des hommes, j'étais la seule femme parce que j'arrache la parole. Je suis née femme, mais homme. Ces hommes qui m'épousent ou qui restent avec moi, on ne se retrouve pas dans la rue. C'est toujours dans les hauts lieux qui me retrouvent. Une femme qui est venue pour une parole, pas pour observer. Alors certaines font bien attention. Comme a dit le professeur, on n'aime pas ça. Je dérange. Alors un ministre de la République m'appelle, j'étais en France. J'étais revenue parce que j'ai encore une petite gamine qui colle encore sur sa maman. Je suis revenue voir si tout va bien. Il m'appelle, il me dit, écoute, tu vas laisser la place de la mairie à telle dame. Mes frères qui sont là savent de qui je parle, une ancienne députée, parce qu'avant, aujourd'hui, je rappelle qu'il n'y a plus le député parce que il y a un sénateur qui est mon époux. Il y a un sénateur qui est là. Donc, du coup, dans un même village, géopolitiquement, on ne peut pas donner député et sénateur. Du coup, il fallait donc orienter la personne vers la mairie. Et à la mairie, je faisais ombrage. Voilà, tout part. Je faisais ombrage. Alors, on m'appelle en off pour me dire, écoute, tu laisses tomber cette affaire. Je leur dis, j'ai dépensé en total, sous facture, près de 200 et quelques millions de francs CFA, ce qui est sur à chaque facture. Je ne compte pas ce qui sort par-ci, par-là et qu'on ne peut pas compter. Mettez dans mes mains, je m'en vais. Parce que ce n'est pas l'argent de l'État. J'ai répondu à ce ministre comme ça. Vous déposez tout de suite. Allez, je tourne mon dos, je continue mon social ailleurs, je vous laisse. Mais tant que vous ne me donnez pas, tant que vous ne me donnez pas cet argent, niet, on va aller jusqu'au bout du gâteau. Je ne lâcherai pas. J'ai été victime des médicaments sur la chaise, comme a dit ce professeur. Déjà, mon garde-corps le savait déjà. Quand on arrivait à toute cérémonie, la chaise qu'on a réservée pour la reine, mon garde-corps portait, balançait moi et changeait de chaise. Je marchais même un moment avec mon siège, s'il faut dire. Je ne mangeais pas partout parce que j'ai eu beaucoup de tentatives d'assassinat d'abord, où l'enquête n'aboutit jamais, pourtant on sait très bien. Où l'enquête. J'ai été victime de tentatives d'empoisonnement, sauf que quand les pauvres prient pour vous, même Dieu est derrière, on ne peut pas vous empoisonner, ça ne pourra pas passer. J'ai été victime lors d'une cérémonie à la place des fêtes, que je m'élève pour accueillir les personnalités qui arrivent, parce que quand vous êtes une femme forte dans un village ou dans une localité, quand le délégué du gouvernement arrive, quand le gouverneur arrive, c'est vous qu'on vient lever pour les accueillir. Alors quand vous êtes à cet endroit-là, on reste vous verser les médicaments, peut-être que je deviens folle, je ne sais pas. Et quand j'arrive, heureusement que quand vous faites du bien, les gens surveillent. Et quand j'arrive, quelqu'un qui dit déjà, on avait déjà soufflé à mon garde qu'on ne faut pas qu'elle s'en souvienne. Quand j'arrive, donc moi, comme je parle, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Quand j'arrive, je vois, j'interromps tout. Parce que ça en était de trop, c'était pas la première fois. Parce que la personne qui avait mis était là. J'interromps tout. Et madame la députée commence à s'agiter. Je dis, je n'ai pas encore parlé. Mais ici, monsieur le préfet, vous deviez, on va voir cette affaire. Je prends dans la chaise, je balance au milieu. Je dis, si quelqu'un dit que ce n'est pas les médicaments, que la personne pose ses fesses là, c'est tout ce que je veux pour être sûr que j'exagère. Ça n'a pas été fait, c'est passé. Un autre jour, on a envoyé des motomanes chez moi pour me tuer la nuit à 3h du matin dans mon village. Quand ils arrivent, déjà, j'avais un policier armé que je payais.
Parce que je ne demande rien à l'État parce que j'ai besoin de ma liberté d'expression. Le policier voulait sortir pour tirer. Je dis non, ce sont mes parents, mes frères et sœurs, on ne tue personne. Je ne pense pas que ces enfants savent que c'est la reine-mère qu'on envoie tuer. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui a dit non, c'est chez la reine-mère ici. Donc tu dis, mais qu'est-ce qu'on vient faire là, tout ça? Eux, ils parlaient dans le devant de leur. Parce que pour eux, ils pensaient que la nuit, je dors seule avec ma famille et que toute la garde repart. Ce qui était fausse. Il y a un moment, Rose 237, bonjour. D'accord, ok, on continue. Alors, c'est une grande cuisine. Alors, j'ai été victime de beaucoup de choses, tentatives d'assassinat, où l'État est au courant parce que j'apporte les preuves. Quand je vous accuse de quelque chose, je suis prêt à vous regarder dans les yeux et vous dire telle chose s'est passée tel jour, telle chose s'est passée tel jour. Ma soeur ou mon frère venait qu'on s'explique. L'État a fermé les yeux, passé sur cette étape. Le jour où on me prend pour les jeter en prison, c'est quand que mon nom sort au comité central, les gens se lèvent en délégation pour courir voir le haut patron, pas le président, le patron du comité central pour dire il faut que le député passe. Si cette dame s'y passe, nous ne pouvons plus faire les marques parce qu'elle a dit ça part de choses pour marcher. Elle ne parle pas derrière. Je dis si c'est pour aider, c'est quelque chose qui va aider le peuple, je ne peux pas accepter qu'on parle en bas de la table. Mais si c'est une autre chose pour vous, là, je ne regarde pas parler même dans les chambres. Au comité central, on leur dit la femme, elle va prendre le micro pour dire. Donc son nom ne peut pas être. Il faut que vous trouviez autre chose. Allez vous débrouiller comment, mais son nom est finalement sorti, c'est bon. Il faut qu'on la jette en prison. C'est comme ça qu'on le fait, on le jette en prison. Je pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Petio, c'est elle qui a appelé. Petio, c'est mon patron. Petio. Vous vous souvenez, je puis vous dire, en première instance, un jour, un procureur de la République, je pensais avoir la juge ici, donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on m'appelle maintenant. Un procureur de la République qui dit en plein pour le ministre Adiko. Si c'est là au Cameroun, on peut voir ça. Qu'est-ce qu'on juge donc là? Si c'est le ministre qui dicte ce qu'on doit faire de droit, on juge donc quoi? Dites donc que voilà. Bon, bref. Jusqu'à ce qu'on m'injecte le formol, je suis en train de mourir. J'appelle un chef d'État que je dirai toujours merci, qui m'envoie un jet privé, qui me sort de là parce que je rappelle que j'ai toujours été au milieu de 20 personnes parce que d'autres vont se demander. Ces deux mariages entre Foto Victor et le roi de Baham, j'étais mariée à M. Foto Victor, légalement parce que moi je ne me marie pas au quartier. Si un homme me veut, il sait très bien ce qu'il faut faire. Et au moment où il ne fallait pas que je parle, parce que M. Foto Père son âme était un homme très proche du président de la République. Et moi, puisque je parle, ça dérange. Et à un moment, on m'a dit, où tu arrêtes de parler, où tu entres dans les loges. Et moi, j'ai dit, jusqu'à ce que la terre finisse, je ne vais pas mettre mes mains dans quoi que ce soit. Mieux vous me tuer. Et partout où j'ai été, je l'ai toujours dit parce qu'on me propose toujours, on ne pouvait pas être en politique et être au sommet sans qu'on et côtoyer les chefs d'État, les grandes personnalités sans qu'on vous demande d'entrer dans les loges. Que j'ai toujours refusé. Vous avez vu mes pauvres enfants. Ils sont très jeunes pour que je les mette dans ça, pour que leur maman ait des restrictions, ne dort pas à minuit, leur docteur a dû me faire ceci. Non, mes enfants sont autour de moi à toute heure. Toutes les sont rentrer dans ma chambre. Et ça a posé des problèmes avec mon ex-époux. J'ai choisi la clé du divorce. J'ai dit, au lieu d'accrocher mon sac où ça me dépasse, c'est-à-dire les loges, je préfère parce que beaucoup pensent juste aujourd'hui que je suis, parce que je suis toujours dans cette milieu-là. J'ai dit non. Et passé ça, le roi vient donc, il dit, ben, je dis, tu iras me doter, et c'est ce qu'il a fait. Les rois ne dotent pas les femmes, mais moi, on m'a doté. Je suis quand même une femme où on ne prend pas n'importe comment. On peut me jeter en prison, mais on ne peut pas me prendre à la légère. Alors, c'est ce qui a été fait. J'arrive en France, je suis tellement malade. Après, on poursuit.
poursuit, où elle est montée, la cour d'appel a jugé, comme je le disais, et on a condamné le Cameroun à autre chose. Le Cameroun négocie pour que je n'en parle pas, mais pour moi, c'est la paix. S'ils veulent que la paix revienne, il faut qu'on reconnaisse le travail de tout un chacun. Déjà, je vais remercier mon petit frère Valérie qui est là, parce que tous ont beaucoup souffert de ça. Tous les jours, il appelait, qu'est-ce que je peux faire pour ma grande soeur? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en ce moment, même si vous avez l'argent du monde, vous êtes diminué. Les avocats qui vous prennent par-ci, tel juge qui va vous prendre par là, ci qui va prendre par là. Je remercie le couple Salam qui est là parce que c'est une personne qui ne veut pas trop parler de lui, mais je veux vous dire, toutes les personnes politiques qui arrivent dans des situations vraiment compliquées à dire chez lui, parce qu'à un moment, on cherchait où avoir un réconfort. Ce couple a été là. Mon petit frère Inou qui est là, il subit aussi parce que son père est difficile à avoir au téléphone. Quand on l'a, on est sur son fils. Je remercie. Ici en France, mes enfants parfois ont tellement peur quand je vais manger quelque part ou quand je veux commander le repas. Je leur dis, je suis avec mon frère, personne ne peut me donner le poison parce qu'ils savent ce que j'ai vu comme poison. Même quand je suis invitée à l'ambassade du Cameroun, mes enfants ont peur qu'on m'appelle pour m'empoisonner. Dès que je leur dis, je suis avec Consti, ils disent, bon, on sait que tonton ne peut pas laisser qu'on t'empoisonne. Donc c'est un chef d'État, vous imaginez qu'il envoie le jet privé de sortir. C'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que on sait ce que j'ai fait pour le monde entier et que le monde entier continue à me solliciter. Vous avez un travail, vous laissez pour aller sauver le peuple. Je dis bien que jusqu'ici, vous avez des personnes en prison qui sont là pour un oui, pour un non, qui sont là parce qu'ils ont dit qu'ils sont pour le Cameroun, on les a jetés en prison, qui sont là parce qu'ils ont dit qu'ils sont pour SDF, on les jette en prison, qui sont là parce qu'ils ont parlé avec tel odeur, on les jette en prison, qui sont là parce que, ça il faut que ça s'arrête. Dans ce livre, vous allez trouver tout ça. J'essaie d'énumérer parce que les gens posent la question, comment la reine-mère a pu quitter Photo avec tout cet argent. Moi, j'arrive chez un homme déjà avec mon peuple, je suis battante. J'arrive chez l'homme me croise parce que certains se demandent, je sais que certains se demandent où est-ce qu'elle avait croisé Photo. C'est la présidente de la République parce que quand tu es une femme qui côtoie déjà les grands musées, c'est là-bas que les grands hommes vous allez vous retrouver et puis voilà. Mais cet homme m'a aimé. Ce qui ne se passe, c'est des louches parce que jusqu'ici, j'ai mon indépendance et je préfère ne jamais rien toucher pour avoir un succès parce que je suis née déjà avec mon étoile. Et puis la femme, il faut arracher les paroles, apprendre à répondre. On est soumise, mais à un moment, on doit se battre, on doit sortir. L'homme qui refuse à sa femme de ne pas travailler, il n'a rien compris parce que la femme a besoin, elle ne peut pas demander tout. Elle a sa famille, elle a ses amis, elle a ses voisines avec qui elle peut retrouver certaines choses. J'ai ma voisine aussi dedans, mais c'est pourquoi je parle avec elle, elle peut retrouver certaines choses. Elle a toujours quelque chose à appeler sa voisine pour dire, vas-y, il y a ça. Elle a ses soeurs, bref, voilà. Donc voilà comment je m'en sors. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'était très beau, hein, vraiment. L'écriture du livre est magnifique. Je vous ai parlé de Jean-Marc, je vous ai parlé aussi, c'est-à-dire que vous nous avez entraîné dans le livre avec le rire, le sourire, la beauté, les charmes, etc. Cette rencontre à la présidence, etc. C'est vraiment très amusant. Et plus on entre, plus ça devient sérieux. C'est-à-dire qu'elle vous entraîne. Et c'est ça, c'est intéressant. Et je me rappelle, c'est vous qui le dites bien, quand vous avez pris le livre, vous étiez fatigué, etc. Mais au fil du temps, ça vous a conduit à continuer. C'est ça qui est intéressant dans cet ouvrage-là. Moi, je l'ai commencé hier, de façon sérieuse. Et ce matin, j'ai dit, il faut que je devais aller au sport. Je suis très discipliné là-dessus. J'ai dit, non, il faut que je le termine, quoi, parce que sinon... Allez-y. S'il vous plaît. Déjà, Jean-Marie, je n'ai pas envie de le remercier, parce qu'il a souffert dans mes bras. Quand je dis souffert dans mes mains, parce que vous savez, une femme politique, quand elle se rappelle de l'expo écrit, elle pleure. C'est lui qui subit tout ça. Des fois, je crie sur lui, je criais sur lui là, parce que
j'avais besoin qu'ils me prennent au téléphone à ce moment parce que l'idée de quelque chose que j'ai oublié arrive et tu as besoin qu'il le consigne. Et comme il a si bien dit, j'avais des moments où je ne voulais pas trop parler parce qu'il fallait savoir s'il va être discret. Si quelqu'un ne va pas l'empêcher de sortir ce livre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans la discrétion possible. Il n'y avait que mon fils, parmi mes 3 enfants, il n'y avait que mon fils qui savait que j'écrivais quelque chose. Mes filles ont su, quand c'était déjà lancé, pour ne pas les traumatiser, pour que à chaque fois, maman, qu'est-ce que tu lui dis et tout. Mon époux même a su, quand c'était déjà à un haut niveau, de me rentrer parce que je suis même allée, l'autre voulait même m'acheter pour que je n'écrive pas, que je dit non. C'est une façon de penser la blessure. Cette médaille que je porte, c'est chevalier de l'ordre de la valeur, donné par mon mérite. Je me connaissais, je n'avais personne à la présidence en ce moment-là. C'est mon travail sur le terrain que je reste un jour, la chancellerie m'appelle. Vous êtes docteur Inès Locantori, on a besoin de vous à la présidence. Quand j'arrive, la chancellerie me dit on doit vous donner une médaille où d'autres personnes achètent des millions où ils n'en ont pas. C'est pour ça que je dis je suis fière. Et puis on me l'a donné. Et même ça, j'ai failli être assassinée le même jour, le 20 mai dont on me l'a accroché. Le même soir, j'ai failli, je n'ai pas dormi là parce que vous voulez m'assassiner encore. Parce que d'autres ne font rien, on vous donne l'argent pour travailler, c'est vous qui pouvez tuer les gens. Mais moi, ma peau est à même les enfants. En tout cas, le jour de la réception de la médaille, vous étiez raide, hein, comme un militaire. Vraiment, ça m'a bien amusé aussi, c'est vraiment très intéressant. Et maintenant, on va donner la parole à l'assistant si vous avez des contributions, des questions à poser. Ce sera avec grand plaisir. Et après, on passera effectivement aux dédicaces. Jean-Luc, vous voulez dire quelque chose ou tout va bien? C'est parfait. Jusqu'ici, ça va, tout va bien. Est-ce que quelqu'un veut contribuer, poser une question? C'est la première question est la plus difficile. Vous pouvez contribuer, il n'y a pas de problème. Jeune fille, est-ce que tu as quelque chose à dire? Pauline, tu veux poser la question à ta maman? C'est qui Pauline? Pauline, c'est celle. Si quelqu'un veut poser la question, mais il va te répondre à toutes les questions. Parce que j'en ai tellement, je ne peux rien dire. Et Madame Dadis, comme je disais, j'aurais souhaité que cette dame soit là parce qu'elle a aussi subi. Dadis, c'est la femme de l'ex-président. Quand on est l'épouse, j'aurais souhaité qu'elle soit là. Et je sais qu'elle n'est pas venue parce qu'elle a encore des blessures. Parce que nous, les femmes, quand on subit certaines choses, on est toujours blessé. On a peur des gens. On a peur. Mais moi, je suis une qui est calme. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au dédicace. Au dédicace, et puis il y a quelque chose pour vous aider parce que les gens ont quand même peur. Nous avons la dame qui est venue sur les réseaux sociaux, nous avons des logos sur un panneau sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai connu Rose 237 qui est blogueuse, mais moi, je la connais en tant que cuisinière parce qu'elle cuisine très bien. Je fais beaucoup, je passe beaucoup de commandes, je fais pour les réseaux sociaux. Je ne la connais pas comme blogueuse, mais je la connais comme grande cuisinière. Donc, si vous avez des commandes, n'hésitez pas à les commander avec elle parce que vous allez déguster. Ah oui, c'est elle qui a fait ça. D'accord. C'était pour, oui, pour vous dire, j'ai mis sur Facebook, c'est Bakary Gueye, si vous voulez avoir l'intégralité de Bakary Gueye, philosophe. Voilà, et puis je vais envoyer quelques petits focus sur YouTube, etc. Vous verrez. Et puis il y a des gens à qui j'ai parlé qui vont m'envoyer aussi des vidéos, mais on va essayer de faire un petit montage. Je ne suis pas expert, mais je vais trouver des jeunes qui sont très bons et qui m'ont servi. Voilà. Donc vous aurez tout ça. Voilà. Alors, c'est ça, Merci. Bonjour, je suis Chanel. C'est un plaisir de vous rencontrer là à la lumière. Je suis là, je suis un ami, Jean-Marie Kensac et voilà. Alors ma question est de savoir, le titre du livre c'est la fin d'un livre, la fin d'un rêve. Ma question est de savoir est-ce que le rêve, est-ce que vous abandonnez, est-ce que le rêve est vraiment fini, est-ce que tout s'arrête? C'est quoi la suite de votre carrière? C'est quoi la suite de votre histoire? Une femme politique n'arrête jamais. Une femme politique arrête quand elle est dans un cercueil. Et je touche au bois, je crois que j'ai encore le temps de maman pour élever les enfants. La fin d'un rêve, c'est quoi? Je suis en France, j'ai
Je suis en bon terme avec beaucoup de mairies, beaucoup des associations, beaucoup de trucs qui peuvent donner de l'emploi en Afrique, pas forcément au Cameroun. Nous sommes dans un pays où il y a de l'argent, mais il faut inviter les gens pour aller et donner le projet. Voilà et tout. On ne vous donne pas cet argent en main, mais il y a beaucoup de projets et tout. La fin d'un rêve, c'est parce que j'avais relevé, au lieu de sortir de mes poches pour donner tout ce que je donne jusqu'à aujourd'hui, parce que je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, vous avez les élèves de l'école maternelle qui prient pour la lumière tous les matins avant de commencer le cours. Les tout petits. Ça me fait souvent, ça me donne souvent des larmes aux yeux. C'est parce qu'ils savent que c'est la reine-mère qui paye. Sans la reine-mère, ils ne vont pas aller à l'école. Ils savent que sans la reine-mère, ils ne sauront pas lire ni écrire. Ils savent que sans la reine-mère, ils n'auront pas de carte de transport. J'ai des cartes de transport que j'ai mis partout. Il y a le nom Inès Locanto. La fin des rêves, c'est juste le rêve passé dont j'avais quelque chose à donner à la population. Mais jusqu'ici, on n'arrête pas. Une femme politique n'arrête pas et elle ne laisse pas les bras. Une femme politique qui a été au sommet de l'État ne redescend pas, elle continue. Eux-mêmes, ils le savent que Inès est un peu calme, mais attention, elle peut se relever à toute heure. Et si elle a quelque chose à dire, elle va dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais actuellement, en France, vous faites quoi? Je travaille, vous avez dit c'est bien, je suis médecin. Je travaille à l'État français, donc je préfère ne pas trop dire. Voilà. Si j'avais laissé, parce que quand vous demandez, quand vous pensez à demander la mise en disponibilité, c'était pour me mettre complètement au service de mon pays, du Cameroun. Parce que quand vous faites dans le social, vous n'êtes plus propriétaire de vous-même. Parce qu'à toute heure, votre téléphone sonne, il y a les cris de pleurs passer, il y a les cris de ça passer. Jusqu'à aujourd'hui, l'État camerounais, parce que je suis dans la liste, mon numéro est dans la liste de toutes les gendarmeries du Cameroun police, à savoir que quand il y a un accident de circulation, je reçois au même moment les informations que ceux qui sont sur place. Parce que parfois je donne des informations aux gens qui ne comprennent pas comment je fais. Aujourd'hui, je le dévoile parce que s'ils ne l'ont pas enlevé, c'est parce qu'ils savent que c'est important. Et quand je suis sur place, ce que je fais, c'est que la même nuit, je me déplace pour aller dans ces hôpitaux, porter secours financièrement déjà à ces personnes, parce que nous avons des personnes qui meurent au Cameroun parce qu'elles n'avaient pas 10 000, 1000 francs. Vous arrivez, quelqu'un en train de perdre du sang, elle ne peut pas. Vous avez une femme qui arrive, elle a le bébé qui monte au lieu de descendre. On ne peut pas l'opérer rapidement parce qu'il faut d'abord déposer la caution à la caisse. Et même quand votre famille réussit à déposer la caution, il faut aller toujours sur le terrain, payer, attendre, on finit d'opérer la femme. Je me rends compte si le bébé et la maman va bien parce que parfois le bébé sort, mais la maman ayant déjà tellement souffert, elle ne peut pas. Nous avons des violences conjugales, les femmes ne parlent pas. J'étais celle-là qui organisait les conférences comme ça, pour en parler, et j'invitais aussi parfois les hommes pour qu'elles écoutent ce que sa femme a subi venant de lui. Vous voyez, parfois l'homme se sent mal parce que parfois il ne se rendait pas compte et tout. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Alors, ce sont des choses que j'enseigne ici sur la parentalité, justement, sur les violences intrafamiliales, etc. Parce qu'il y a beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, etc. et beaucoup de souffrances. Je vais à Besançon en mars pour enseigner avec le préfet, etc. sur la santé mentale. C'est un sujet très, très actuel. Et en Afrique, on dit qu'on va toujours très bien. Ce qui est faux. Mais vraiment faux. On n'a pas besoin d'être philosophe, d'être sociologue pour savoir. Au Sénégal, on parle de sutura. Sutura, c'est une sorte de chape. Il ne faut pas déplaire au mari, parce que sinon c'est la famille qui va être prise à défaut. Mais je crois que c'est tous les pays africains qui sont comme ça, quoi. Protéger l'individu, c'est protéger la famille, quoi. Il va faire des bêtises,
et on va le protéger. Il va violer et on va le protéger. Alors moi, j'ai une plume qui est très très dure. Très très dure. Et c'est tout ça qu'on essaye de faire émerger. Parce que je sais que l'avenir est en Afrique, mais je dis chaque fois aux Africains, si vous dormez, si vous passez votre temps à dormir, à marier des femmes, à laisser le marabout, on n'arrivera jamais. Le Zaïre est un accident géographique. Le Cameroun est une Afrique en miniature qui est riche. Mais vous savez que vous avez décrit du Cameroun. Comment on peut émerger alors qu'il y a tout